Alors, nous arrivons à la deuxième partie de cette discussion et ça va tourner autour du thème de l'éducation, à la fois l'éducation scolaire et l'éducation familiale. Donc, nous avons déjà vu que les mineurs, du moins jusqu'à 16 ans, sont soumis à une obligation scolaire. Donc, que peut faire l'institution éducation nationale? Quel poids a-t-elle face à l'environnement familial et au caractère socio-économique? Donc, ce qui nous amène à la première question. Quelles sont les relations finalement entre les deux systèmes, éducation et justice? Est-ce qu'ils travaillent de manière indépendante ou est-ce qu'il y a une convergence dans l'intérêt des jeunes? Alors, dans le suivi, c'est-à-dire, dans les mesures éducatives qui sont assurées par, les professionnels, les éducateurs, c'est le plus souvent des relations qui sont ponctuelles, hein, qui sont, en fonction, du jeune, de ce qui se passe avec l'école et cetera. C'est assez ponctuel. Par contre, il peut y avoir, là aussi, des services qui, construisent, des partenariats ou des écoles qui désirent construire des partenariats avec, des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont implantés, dans les territoires, hein. Ça veut dire, dans les territoires, dans les communes et cetera. Donc ça se fait, hein, et ça se fait, bon, d'une manière, comment dire? Volontaire, hein. Il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. Par contre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a la circulaire de juin 1998 qui a créé les classes relais avec des professeurs et des éducateurs ou des éducateurs, hein. Les éducateurs peuvent être présents en classe ou peuvent être présents, dans le local parce qu'en général, c'est en dehors de l'école. C'est dans un lieu qui a été, «loué» entre guillemets, qui est ni l'école, ni le service, de la protection judiciaire de la jeunesse, mais qui a été un lieu neutre où sont, des jeunes qui ont décroché déjà, hein, des lycéens ou des collégiens qui ont décroché et qui sont, plutôt désocialisés, hein, on dit désocialisés. C'est un partenariat qui existe et qui continue à exister, un peu difficilement, hein, parce que c'était créé dans les années 98. Ça a bien vécu et là, ça s'essouffle un petit peu, cette organisation-là. Il y a eu la circulaire aussi de 2015 qui concerne le suivi du parcours scolaire et qui vise la réintégration ou qui vise d'éviter le décrochage. Et les jeunes sont, placés du coup, ouais, placés, ça, le terme est ambigu, j'y reviendrai, sont placés en tous les cas fréquentent des unités éducatives d'activité de jour de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont UEAJ. À la PJJ, on parle beaucoup en acronyme, on adore ça, et qui sont, et aussi des classes relais, donc, mais qui se sont modifiées et qu'on appelle EduxScol. Bon, éducation, scolarité, hein, EduxScol. Donc, le travail de cette, enfin, le but de cette circulaire et le travail de ces services, c'est d'établir un diagnostic commun, de détailler et de formaliser les pratiques qui existent et qui organisent des stages conjoints avec les personnels de la PJJ. Alors, ça veut dire qu'il y a des jeunes, bien sûr, et il y a des professeurs, et il y a des personnels de la PJJ, voilà, et des professeurs techniques, voilà. Et ensuite, en même temps, il y a des formations où ces deux administrations, les personnels de ces deux administrations sont ensemble, hein. C'est important aussi. Et puis, il faut noter qu'il y a des professeurs de l'éducation nationale qui sont en prison depuis très, 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 très longtemps. Ça, on n'y pense pas, mais il y en a qui travaillent en prison, pour les prisons pour mineurs, pas que, mais pour les prisons pour mineurs aussi, ou dans les quartiers mineurs, et qui sont aussi dans les centres éducatifs fermés, voilà, hein, qui sont présents avec les jeunes. Et puis, bon, ce que j'évoquais, donc, qui est un partenariat, hein, avec l'éducation nationale, de la PJJ et de l'éducation nationale, de l'exposition 13-18 questions de justice, qui intervient en collège, en lycée professionnel, pas en lycée ordinaire, et dans les classes de CAP, et qui porte sur les textes fondamentaux des droits des mineurs. Voilà.
13-18, c'est juste l'âge ou c'est un numéro d'article? C'est le nom de l'exposition, 13-18. D'accord. Pourquoi? Parce qu'un mineur peut être présenté au juge des enfants et peut commencer à être inculpé du délit qu'il a commis et peut être jugé à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans. Voilà, c'est les âges légaux D'accord, ok. Il y de avait, décision du juge des enfants. Voilà. d'accord. Il y avait Angela qui avait une question à vous poser. Alors, quelle est la place des enseignants dans notre société? Quelles sont les conditions de travail de l'écolier? Très délicate ces temps-ci. Et je mesure mes mots. Je plaisante. Mais c'est très difficile parce que, en fait, c'est une fonction, enfin, c'est comme ça que je l'écris, c'est comme ça que je le pense. C'est la position de l'enseignant, c'est une fonction de référence sociétale importante. Mais il est seul. Il est seul, il n'y a pas de travail en équipe. S'il s'entend bien avec ses collègues, bah, c'est de la chance. Si ça va bien avec sa direction, bah, c'est super. Mais il est seul. Hein. Le travail collectif se fait si les gens en ont envie, si les gens pensent que c'est bien, ça leur plaît, s'ils s'entendent bien avec leurs potes. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est de cet ordre-là, ça veut dire ça n'a pas de, comment dire, de caractéristiques institutionnelles, c'est pas prévu comme ça. Et les professeurs, les enseignants n'ont pas de formation en termes d'éducation. Ce qui s'entendait jusque-là. Parce que l'institution elle-même était éducative. C'était un lieu de socialisation. Ça l'est toujours. Mais c'est un lieu de socialisation dans lequel, là, maintenant, les enfants, compte tenu de l'état de notre société, et on y reviendra ensuite un petit peu, où les enfants ont besoin, eux, d'avoir des références et d'avoir des références cadrées, importantes, qui sont des vraies références sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et ce n'est pas le cas. Super. Serge, tu as une question? Alors, est-ce que la délinquance est souvent associée au décrochage scolaire? En d'autres mots, le décrochage scolaire est-il la première étape de la délinquance? Merci pour votre réponse. Ben oui. Ben non. C'est pas la première étape de la délinquance. Il y a des délinquants qui sont même bons élèves, il y en a. Et puis il y en a qui ont décroché, effectivement, ça peut l'être. Hein. Donc c'est pas systématique. Ça peut l'être. Hein. En tous les cas, par contre, le décrochage scolaire peut y participer parce que du coup, le jeune, il se trouve hors cadre, en situation d'électron libre, sans trop savoir ce qu'il va faire de sa liberté, et en plus d'une manière secrète, parce que les parents ne sont pas toujours au courant. Maintenant, ils le sont vite parce que l'école appelle les parents et leur dit et tout ça, mais en même temps, voilà quoi. Hein. Les parents ne savent pas toujours quoi faire dans ces situations. Voilà. Bah, j'ai une autre petite question pour vous. Alors, quelles sont les attentes du rôle des parents, du système familial par le corps professoral, l'éducation nationale pour endiguer le décrochage scolaire? Existe-t-il un accompagnement des familles en difficulté? Quelle serait la solution idéale pour vous? Ou des solutions? Moi, je n'ai pas d'idée de solution idéale. Hein. Il y a tous les interlocuteurs existent. Hein. Il y a l'aide sociale à l'enfance qui intervient dès la naissance, qui peut intervenir dès la naissance. Les parents ou les membres de la famille peuvent s'adresser à l'aide sociale à l'enfance. Dès qu'il y a un problème, les jeunes peuvent y aller, peut y avoir des signalements, enfin bon, toutes des procédures comme ça qui sont prévues et qui peuvent faire en sorte que l'aide sociale à l'enfance soit saisie. Voilà. Donc ça, c'est public, effectivement, mais civil. Il y a les associations, il y a de multiples associations qui existent pour écouter les parents, pour écouter les enfants, pour s'occuper des familles, pour prendre soin des gens, quoi. Puis il y a la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a vraiment beaucoup d'accompagnement possible, d'accompagnants possibles pour les familles qui sont en difficulté. La question,
Et la difficulté, la vraie difficulté, c'est que quand une famille elle est en difficulté, bah, elle a énormément de mal à s'adresser à quelqu'un pour dire je suis en difficulté, qu'est-ce que je fais là, quoi. Quand on est dans la situation de dire je suis en difficulté, qu'est-ce que je fais là, c'est que ça va pas si mal, quoi. Parce que le travail d'accompagnant, c'est justement de faire en sorte que la famille, les personnes prennent conscience de la difficulté qu'ils rencontrent et en prennent suffisamment conscience, hein, j'en sais rien, en tout cas conscience, pour se dire, qu'est-ce que je fais là? Comment on va faire? Vous voyez? Alors, D'accord, je vous remercie. on peut se poser la question, les gamins, les adolescents, voyant leurs parents en difficulté, est-ce qu'ils vont pas chercher à trouver d'autres solutions via la délinquance, notamment la vente de drogue, la prostitution? Et d'ailleurs, les gens qui vendent de la drogue disent qu'ils font du business, hein. On pourrait presque croire à une activité économique comme une autre. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que je disais tout à l'heure, hein, en fait, ils font pas ça pour aider les parents et pour apporter un petit peu de sous à la maison. Non, ils font ça pour leur com, quoi. C'est-à-dire pour acquérir une place dans la société, alors qui est un peu particulière, ça c'est certain, mais pour avoir une place d'être social d'une certaine façon. Voilà. Un petit mot sur la délinquance en général. On n'a pas beaucoup de chiffres de classe sociale. Je regardais les statistiques, mais il y a des chiffres, le nombre de gamins qui ont fait ci, qui ont fait ça, de garçons, de filles, qui ont été déférés, qui ont été condamnés à ci, à ça, il y a des chiffres, tout ça. Mais il n'y a pas de chiffres en termes de classe sociale. Et moi qui ai travaillé dans le 11e arrondissement, dans un service du 11e arrondissement et voilà, par là, près de la République ensuite, j'ai eu des situations, et au tribunal, j'ai eu des situations de jeunes qui étaient de milieux défavorisés. Alors, les jeunes qui commettent des délits, et il y en a, du même âge, avec les mêmes problèmes personnels hein, que ceux que je décrivais tout à l'heure, et quelquefois problèmes familiaux qui ne sont pas si éloignés que ça, hein, qui sont des unions, éclatement de la famille, etc. Des problèmes de cet ordre-là, ou alors absence des parents parce que l'un fait ci, l'un fait ça, et puis c'est une nounou qui s'en occupe, et puis ils ne voient jamais leurs parents ou pas beaucoup. Donc voilà, hein, il y a des gamins qui, allez, je vais dire, qui pètent les plombs, et qui, eux, se débrouillent pour être interpellés par la police et pour mettre là, sur la place publique, eux aussi, comme le font les jeunes des milieux défavorisés, c'est le même cheminement. C'est le but, en fait, en dehors du fait d'appartenir à un groupe voilà, et d'être quelqu'un dans un groupe, le but, c'est de mettre sur la place publique les problèmes qui les envahissent et dont ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire que quelqu'un s'en saisit, c'est que quelqu'un les aide. Les mômes des classes pas défavorisées, eh ben, ces gamins-là, la plupart, ils vont dans des internats en Suisse, en Hollande, je ne sais pas où. Enfin, voilà, les parents trouvent des lieux pour s'en occuper, quoi. Ils ne passent pas forcément par la PJJ. Vraiment, ceux qui passent par la PJJ, j'en ai eu quelques-uns, c'est des sérieux. Ils lâchent rien, quoi. D'accord, merci beaucoup, beaucoup. Il y avait Julien, je pense, qui avait des questions. Oui, je voulais intervenir sur un aspect un peu différent dont on n'a pas encore parlé, qui est les situations de divorce, qui malheureusement sont quand même assez fréquentes, et sur la façon dont sont gérés les partages des gardes des enfants. Et la question serait de savoir si parfois, dans certains cas, en cas de problème, justement, le système éducatif se substitue progressivement au rôle des parents en cas de conflit. Et quels seraient les incontournables pour fonder des êtres équilibrés socialement, intelligents? Et est-ce qu'il y a des âges où c'est plus ou moins impactant? Et quels sont les dispositifs qui existent pour justement accompagner ces enfants-là, même si c'est parfois ça se passe avant l'âge d'entrée en délinquance, ou après, ou pendant cet âge très charnière? Et pour compléter, est-ce qu'on peut parler de protection de l'enfance si, malheureusement, dans la plupart des cas, la garde revient à la mère
Et même si on ne peut pas nier les difficultés des positions de la femme dans ces cas-là et dans la société française, en cas de conflit, la mère est souvent quand même plus protégée que le père et c'est elle qui obtient la garde. Donc, que pensez-vous de tout cela? Parce que je pense que tout ça, c'est que c'est une question sociétale, encore une fois, hein. C'est-à-dire, c'est la perception qu'a notre société de la femme et de l'homme, du rôle de la mère et du rôle du père, hein, dans une famille et dans l'éducation des enfants. Donc, effectivement, la garde dans les situations de divorce, la garde est le plus souvent confiée à la mère, c'est certain. C'est certain, je n'ai pas de chiffres, hein, mais voilà, je pense pas que y ait eu une modification radicale depuis que je suis en vacances éternelles, je pense pas. Donc voilà. Maintenant, quand ça se passe pas à l'amiable, il y a une juridiction, hein, qui s'en occupe et qui évalue, enfin, je veux dire, qui évalue la situation familiale et qui entend le père et la mère et les enfants, hein. C'est le juge des affaires familiales, hein. Donc c'est la personne qui prend la décision. Alors après, si c'est la garde déplacée, voilà, après il y a effectivement une question de représentation sociale du rôle de l'un et de l'autre qui peut jouer sur le choix, sur la décision du juge. Ça, c'est probable, hein. Voilà. Et s'il y a des difficultés, la procédure, c'est que, bah, à ce moment-là, c'est le juge des enfants qui va s'occuper de l'enfant. Enfin, qui va s'occuper de l'enfant. Ça veut dire qu'il va rencontrer les parents et qui va prendre une décision quant à la garde de l'enfant. La mère, le père, ou un placement dans une famille d'accueil ou un placement dans un établissement qui peut le prendre en charge. Ça, c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Et alors, le moment où c'est plus délicat, en fait, on ne s'en rend pas trop compte. On a l'impression que c'est vers 4, 5 ans, 5, 6 ans, quand ils sont tout petits, les petits choux. Ben, pas du tout, c'est quand ils sont ados. Et puis, plus ils sont grands, plus c'est horrible, parce que plus ils ont l'impression, les gosses, que, en fait, on leur a raconté que des bobards, quoi. Ils ne peuvent plus croire en rien. Ce sur quoi ils se sont construits est en train de s'écrouler. Donc là, c'est... Ils sont dans une révolte. Alors, quelquefois, qui peut les conduire à commettre des actes de délinquance, c'est vrai. Mais en termes de révolte, hein, là, c'est pas je joue à faire le voleur avec mes potes, hein, c'est pas ça, et ou avoir une place dans mon groupe, hein, c'est vraiment, plus rien ne vaut rien, quoi. Je casse tout. Merci pour ces réponses. On va passer, je pense, à la partie solution maintenant. Donc, voilà. Sont les réunions pluridisciplinaires entre les éducateurs, la direction, les enseignants. Moi, ça peut être une solution. Vraiment, c'est sûr. C'est sûr. Et ça servira à tout le monde. Aux gamins, sûr, mais aux professionnels aussi, parce que les profs, ils sont dans un état, les pauvres. Il y a également le besoin de créer de la mixité entre les enfants, par exemple, d'un point de vue social et économique. C'est ce que je disais, enfin, voilà, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, ce serait intéressant et ça se fait, mais ça se fait déjà avec des gamins qui sont un peu différenciés de leur classe sociale d'origine et qui rentrent à l'École nationale de la magistrature, qui rentrent à Sciences Po, qui rentrent effectivement dans des études supérieures et qui peuvent rentrer dans des études supérieures. Ça veut dire ont déjà passé un cap, quoi. Bah, ceux qui n'ont pas passé le cap, bah, ils n'ont pas passé le cap. Et là, la population, les gens, bah, ont un petit peu de mal à envisager cette mixité sociale. Dans l'esprit, oui, c'est super. Mais dans la vraie vie, Mais est-ce qu'il n'y a pas des quotas qui
sont créés par des écoles comme Sciences Po. Si. Et donc, il y a quand même forcément une demande. Si. Oui, Il y a. Est-ce qu'elle est assumée? Il y a des écoles, absolument. Il y a des écoles, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a deux écoles de la magistrature, dont une, la dernière qui a été créée, je ne sais plus où, il faudrait retrouver où, mais qui effectivement ont plus qu'un quota, enfin, je veux dire, ont prévu effectivement un nombre de mômes issus, enfin de jeunes gens, de jeunes filles issus. Ouais, non, mais ma question en filigrane, c'était est-ce que par rapport à ce souhait-là, est-ce que c'est assumé? Est-ce que oui, réellement, politiquement, oui, ça commence. Oui, mais non, mais politiquement, c'est annoncé, mais est-ce que concrètement, oui. dans les chiffres oui. des recrutements des écoles, oui, d'accord. Oui, ils sont recrutés. Est-ce que une proposition, par exemple, de prendre la philosophie à l'école ou de mettre en place des cours de théâtre pour développer l'esprit critique des enfants, ça peut les aider? Tout ça, ça se fait. La fait. Philosophie, les cours de théâtre, développer l'esprit critique, ça se fait, pas forcément systématiquement, mais il y a pas mal de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui sont des réalisations, des projets. Une autre solution qui est donnée par Rachida, qui ce soir n'est pas là, mais elle a proposé à l'image de compagnonnage, le mentorat, solution au vieillissement de la population. Comment profiter de la connaissance et de la richesse de nos aînés pour endiguer la délinquance précoce? Complètement. C'est une excellente idée qui commence petit à petit. Et bon, moi, je voyais ça avec, je vais vous le montrer à l'envers parce que ça fait comme un miroir, c'est idiot, mais avec cette association Trouver ma voix. Non, je ne vais pas vous le voir, je peux vous la montrer, mais ça ne sert à rien en vrai. Voilà, c'est à l'envers, ça ne sert à rien. Je pourrais vous le communiquer. On a lu. Non, on le voit dans le bon sens. Hein. Ah oui, vous le voyez dans le bon sens, oui. Oui. Seul, alors ça, c'est dingue. Oui. Bon, c'est Trouver ma voix. Trouver ma voix, c'est très bien. Ouais, Trouver ma voix. Et alors, c'est un certain nombre d'associations qui sont mises ensemble et qui travaillent à ça. Alors, parrainé par Google et tout ça, mais enfin, peu importe en même temps. Hein. Je veux dire, et qui vraiment travaille sur cette question avec cette idée de mentorat, justement. Hein. C'est le principe de l'apprentissage avec le tuteur. Hein. Mais le tuteur, il n'est que sur le vieux. Le mentor, pardon, excusez-moi, je m'emporte. Le mentor, il serait un petit peu comme moi je fais avec l'Institut régional de travail social, c'est-à-dire qu'on suit quelqu'un du début de sa formation à la fin de sa formation. Voilà, hein, ça veut dire on n'est pas dans les moments, forcément dans les moments de cours et de stage et de machins comme ça, mais on le suit. Et on voit avec lui quelle est sa profession, quelles sont ses difficultés, quels sont ses trucs et tout ça. Et c'est ça, en fait, un tuteur ou un mentor, ça peut vraiment être ça. C'est quelque chose qui commence. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il faudrait vraiment l'étendre. Et puis ça arracherait un petit peu les vieux, parce qu'on peut penser un petit peu aux vieux, et ça arracherait un petit peu les vieux de je pars en vacances, mais je vais où, j'achète quel yaourt, voilà, quoi. Ou je vais voir quel docteur, quoi. Hein, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage. Et on en a fini avec la deuxième partie.